Je suis un collectionneur presque depuis ma naissance. Quand j'étais petit, j'ai commencé à collectionner les bandes dessinées. Puis j'ai collectionné les timbres. Puis j'ai collectionné des verreries de Murano. Je suis un collectionneur. Et ma dernière collection, c'est la collection sur l'antisémitisme. Et quand j'ai commencé à collectionner celle-là, j'ai totalement laissé tomber toutes mes autres collections. Quelque chose qui est d'utile. Je ne veux pas collectionner pour collectionner. Hein. Je veux vraiment maintenant faire quelque chose d'utile. Ouais, mais parfois je trouve ça marrant quand t'arrives et que tu me montres des trucs horribles et que tu me dis « Regarde ça comme c'est magnifique !» Ouais. C'est vrai, c'est comme ça. Ouais, mais si tu me le montres en disant « Regarde, ça c'est vraiment horrible !» Mais tu me mais dis « non, Regarde, moi, c'est vraiment moi, magnifique !» Mais c'est magnifique, c'est... Quelle magnifique pièce. Dans son horreur. Oui, un film surprenant, hein, on s'y attend pas. Ce collectionneur, on entend d'abord le titre, on s'attend pas à ce qu'il collectionne des images de ce type, hein, des images qui laissent pas indifférent. Le mot est faible. Oui, alors je sais pas si des gens ont des collections chez eux ou s'amusent à collectionner des cartes postales ou des timbres et connaissent l'obsession de la collection. C'est une obsession assez particulière qui touche certaines personnes et là c'est quand même assez différent. C'est-à-dire que pourquoi s'intéresser à des images morbides, interdites dans la plupart des pays d'Europe et alors le collectionneur étant juif lui-même, pourquoi s'intéresser à des images qui se moquent de vous, qui propagent de la haine envers vous. Et donc c'est tout l'objet du film, de comprendre cette obsession du collectionneur. Pourquoi cette obsession viscérale pour ces images ? Pourquoi cet intérêt pour ces images ? Et qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que ça révèle d'assez viscéral en fait et d'assez profond sur sa personne. Donc c'est ce qu'on comprend en découvrant le film. Et des images vraiment, on en découvre aussi quelque part une profusion d'images qui ont été faites contre les Juifs, on peut dire. Il y a même des journaux qui ne parlaient que de ça, puis avec des thèmes récurrents, le nez, le goût de l'argent, enfin une sorte d'obsession presque contre les Juifs. C'est d'ailleurs une des questions du film. Qu'est-ce que comment vous avez vécu ce côté obsessionnel presque, cette haine contre les Juifs ? Alors évidemment, l'obsession du collectionneur dans le film ne rejoint pas, mais est mise en parallèle avec l'obsession des antisémites pour les Juifs, et donc l'obsession qui est transcrite par leurs dessins, qui sont, il faut les revoir vraiment aujourd'hui, sont très agressifs, très violents, et donc effectivement c'est un peu, ce qui est intéressant, c'est que c'était en fait un patrimoine sombre qui est comme un peu la partie cachée de l'iceberg, c'est-à-dire que en fait, en faisant ce film, je me suis rendu compte que partout en Europe, il y a un marché un petit peu que j'appelle la zone grise. C'est-à-dire, en fait, c'est des choses qui ne sont pas légales, qui ne sont pas officielles, mais qui sont quand même vendues par-dessous le manteau, en dehors de législation. Et en fait, c'est un peu, moi j'appelle ça un continent noir ou un continent gris qui agit et qui se produit sans qu'on en ait conscience. Et en fait, ça m'a beaucoup intéressé de se dire que toutes ces images antisémites qui sont vendues, achetées par des marchands douteux, par des gens par-delà l'Europe, en fait, échappent totalement à notre contrôle. Et donc, ça m'a intéressé de me demander qu'est-ce que ce marché-là pouvait nous apprendre, nous raconter sur l'humanité, sur la guerre, sur le passé. Voilà. C'est d'ailleurs le point de départ de votre film. On voit ce collectionneur qui va acheter en Allemagne des images antisémites chez un privé et qui les paie relativement cher par ailleurs. C'est aussi pour vous... vous avez dit, ça a été le point de départ aussi de votre film, c'est là que vous avez décidé de le faire, parce qu'au début vous ne vouliez pas le faire, vous avez eu une impression vraiment en voyant ces images de dégoût. C'était dur en fait de faire ce film pour vous. Oui, c'était assez dur au début parce que quand j'ai rencontré la première fois le personnage, donc le collectionneur Arthur Langerman, il m'a montré
il était très heureux de me montrer énormément de caricatures antisémites et d'images. Et moi, au bout de 5 minutes, j'étais dégoûté. Et vraiment, j'avais la nausée. C'est-à-dire que je n'avais jamais vu tout ça, je ne connaissais pas l'existence de tout ça, et j'étais vraiment surchargé visuellement par ces images très vite. Et j'avais un dégoût profond pour ça. Et au début, ma première sensation, ça a été il ne faut pas faire ce film. Parce que c'est pourquoi aller s'intéresser à tout ça? Moi, je ne suis pas juif, je ne connais pas tout ça. Et finalement, c'est ce jour-là où on est allé en Allemagne avec lui et qui m'a amené dans cette séance d'achat chez des marchands un peu mystérieux en Allemagne et que je l'ai vu acheter tous ces dessins illégaux. Là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il y a en fait quelque chose que je ne connaissais pas et qui est complètement nouveau, vertigineux pour moi. Et donc, je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans et qu'il faut explorer pour mieux le comprendre. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de le suivre dans cette quête et de découvrir avec lui ce marché. Voilà, sulfureux et inconnu des images et des dessins antisémites, mais aussi par extension coloniaux. On découvre ce personnage qui voit des diamants toute la journée, des choses très belles, et qui en même temps a ses caricatures. Hein. Il l'avoue lui-même et il est attiré par ces images très sombres et une noirceur terrible dans ces images. Hein. Et alors, c'est l'histoire d'un homme qui est pris entre l'absolument parfait, l'absolument beau que sont les diamants et l'absolument dégoûtant et moche que sont les caricatures antisémites. Et son regard, le regard est un regard, c'est lui qui définit ça comme ça, qui est un regard exercé à voir la beauté, l'extrême beauté et l'extrême laideur. Et donc, effectivement, il nous force à voir quelque chose qu'on n'a pas envie de voir et qu'on n'a pas envie de voir, pas que pour des raisons visuelles, mais aussi pour des raisons sociales, et parce que ça nous rappelle un passé qu'on n'a pas forcément envie de remuer, notamment pour les Français ou pour les Allemands. Et donc, faut-il voir ces images, faut-il les exposer, faut-il les montrer aux gens, faut-il les montrer au public, ou faut-il les proscrire, les interdire et les brûler et les détruire pour ne plus qu'elles réapparaissent? C'est la question que pose le film et à quiconque le verra. Dans mes tableaux que j'ai ici, il est là, voilà. Oui. Le fameux dont tu parlais de 44. Ouais. Ah oui. Ouais, ça c'est vraiment celui qui exprime tout ce que je ressens. Bon, c'est vraiment typique, hein. Grandes oreilles, la laideur, la forme de dégénérescence, et le contraste avec le titre, la race élue. Ouais. Il s'appelle Duquesne, je crois, le peintre. Et qu'un peintre a passé son temps à dessiner ça, à peindre ça, à faire une représentation. Et moi, c'est quelque chose qui me touche très, très profondément, ce tableau. C'est comme ça. C'est comme ça que je vois la guerre. Il y a un tableau en particulier, son tableau préféré. Il dit, ça c'est vraiment le summum pour moi, c'est le tableau le plus noir qu'il y a. Vous ne donnez pas de réponse, hein, c'est peut-être à chaque téléspectateur de se faire son idée. Mais vous, comme réalisateur, qu'est-ce que vous avez vu dans ce peintre qui met tout son talent pour créer une image vraiment terrible des Juifs? Qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez vu? Alors, c'est un tableau qui me dégoûte et ça m'a beaucoup... En fait, ce qui est très perturbant, c'est que Arthur Langermann, le collectionneur du film, est bouleversé par ce tableau. C'est-à-dire que c'est un tableau d'une infâme laideur, d'une infâme haine. Et lui est touché personnellement par ce tableau. Et donc ça, c'est assez perturbant, comment on peut être touché par une image qui est la négation de vous-même, en fait, qui vous nie. Et c'était assez perturbant de voir qu'il aimait ce tableau qui, moi, me dégoûtait. Et donc, mon point de vue à moi, c'est que ce tableau me dégoûte, hein, que c'est pas une œuvre d'art du tout, et qu'en même temps, elle raconte quelque chose de lui et de sa psychologie et de comment il vit son passé, son histoire et l'histoire en général. Et je trouvais ça assez fascinant. J'étais fasciné par sa fascination pour ce tableau, pour le mal, quoi, pour le tableau horrible. Donc pour moi, ça incarne ça. Ça incarne sa fascination pour le mal. Et moi, ce que j'en pense, c'est que ce tableau me dégoûte et que je veux le voir le moins possible de ma vie.
Un travail incroyable dans ce film de preneur de son. Vraiment, il y a des moments où on n'a pas besoin de regarder l'image, on écoute juste le son. Pouvez-vous nous présenter Mathieu peut-être ? Oui, il est même conseillé de fermer les yeux en regardant le film. Non, Mathieu, c'est mon ami qui a qui a fait le son du film et qui a aussi fait le montage son et le mixage. Et donc c'était assez intéressant pour lui le travail sur le son et pour moi, puisqu'on a fait beaucoup de scènes qui sont enregistrées dans des conditions un peu illégales ou un peu interdites. Et donc il y avait des gens qui ne voulaient pas être filmés parce qu'ils vendaient des choses illégales ou autres. Et donc on avait absolument besoin du son pour les faire exister par ce qu'ils racontaient, leurs paroles, etc. Guten Tag. Hatten Sie eine gute Fahrt? So? Ja, kein Problem. Es ist nicht näher von Belgien, ne? Das ist das erste Mal. So. Meine gemütliche Küche. Bitte schön. Ah, sehr nett, danke. Ist das nicht verboten, antisemitische Objekte zu verkaufen hier in Deutschland? Kann das? Nee, wenn Sie das privat verkaufen, kein Problem. Ja. Und Drittes Reich? Man darf bloß nicht auf den Börsen aus dem Dritten Reich hinlegen und man sieht das Hakenkreuz. Et voilà, vous étiez là, vous étiez transporté, faire vivre, au fond, ces moments terribles, où des gens qui vendent des images antisémites, on se demande pourquoi on les collectionne, mais vous devez témoigner ça à travers le son. Comment vous avez vécu cette expérience ? On imagine que c'était un sacré défi. Oui, non, comme je pense Pierre a dû vous le dire, c'était un choc, je pense, la première fois qu'on est confronté à toutes ces images qui sont assez terribles. Et après, pour moi, dans mon travail, c'était trouver le bon dispositif justement pour essayer de bien retranscrire et de capter ce témoignage de toutes ces personnes. Le son était tellement parfait qu'on avait l'impression que les gens étaient là. Donc c'était un énorme travail. Vous avez fait comment ? Après, c'était de démultiplier les sources, d'essayer à chaque fois de trouver le bon dispositif pour dans chaque scène, que ça soit au restaurant, dans le centre social, dans chaque situation, trouver le bon dispositif pour capter au mieux le son et surtout la parole en fait de toutes ces personnes. J'imagine comme réalisateur, pour vous, c'est vraiment un appui incroyable de pouvoir compter sur une bande son d'une telle qualité. Oui, bien sûr, c'est un appui incroyable et surtout que j'avais décidé que le film n'aurait pas de commentaires en voix off qui nous explique. Et donc du coup, le son et la musique également, qui a été faite par un musicien très talentueux qui s'appelle Lou Mormont, la musique et le son devaient nous raconter dans des moments un peu de parenthèse où la voix s'arrête et le son et la musique devaient nous raconter ce qu'on ne disait pas, ce qui n'était pas dit à l'image. Et donc nous raconter l'univers dans lequel il vit, le contraste entre la vie riche des immeubles vitrés d'Anvers et l'horreur sombre des caricatures et des marchés illégaux. Et donc du coup c'était vraiment l'importance du son et de la musique, c'était pour venir combler ce que la parole ne dit pas et et nous faire finalement vivre un petit peu fantasmagoriquement ce que les personnages ne disaient pas, l'inconscient des personnages. Les gens qui font les caricatures ne sont pas simplement innocents, ne sont pas une main innocente, ce sont des gens qui manipulent l'information. Au fond, il était sans mémoire, il le dit à un moment donné. Ouais. Et à tel point qu'au fond, ces caricatures, c'est aussi une façon de retrouver sa mémoire, la mémoire de sa vie. Exactement, c'est assez paradoxal, il faut voir le film pour le comprendre, c'est assez ambigu, mais effectivement, c'est cette quête qu'il a menée pendant 50 ans de caricatures, etc., a comblé
un manque dans sa vie, quelque chose d'obsessionnel. Et à un moment donné, sa fille lui dit directement, elle lui dit on sait que les collectionneurs ont des grands manques à combler. Et en fait, lui, sans le savoir, et c'est ça qui est assez beau, toute sa vie, il a collectionné sans le savoir ces images, sans savoir pourquoi il les collectionnait. Et un jour, ça lui revient en pleine gueule et il comprend pourquoi il fait ça en fait. À 70 ans, il comprend pourquoi il fait ça. À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Au pied de la gigantesque statue La France nouvelle, se dégageant de l'emprise juive, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition, démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France. Un avis sur ce Neuchâtel, vous l'avez découvert? Non, nous, on a découvert Neuchâtel depuis hier et on a été assez ébloui par la ville. On pensait que c'était une ville beaucoup plus grosse on nous a dit qu'il y avait 30 ou 40 000 habitants et nous on pensait que c'était une ville de 200 000 habitants. Il y a énormément de lieux culturels, de cinéma. Nous en France on n'a pas de ville, pour des villes de cette taille, on n'a pas autant d'activités culturelles. Et puis ce festival, qu'est-ce qu'il apporte? Ce festival très éclectique, beaucoup de rencontres, très intéressant. Je trouve que ce festival est très intéressant par les thèmes, spiritualité, religion, etc., qui ne sont pas des thèmes forcément développés dans d'autres festivals. Et je trouve que ça apporte un mélange de films assez intéressant, avec plein de portes ouvertes. Je trouve que la sélection est assez ouverte, justement, et sur ces thèmes, éclectique. Elle n'est pas fermée sur ces thèmes, elle est ouverte sur ces thèmes, et du coup, ça donne des films assez intéressants, assez instructifs, et qui font réfléchir. Et donc, je suis agréablement surpris et heureux d'y participer. Génial. Un grand merci à vous. Merci à vous. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous, ça m'a fait très très plaisir. Surtout le prix du public, c'est génial. Merci à tous les gens qui ont voté. Et ça me touche beaucoup. C'est un film qui quand même date un peu maintenant, ça fait 2-3 ans. Donc c'est vraiment un énorme bonheur qu'il puisse encore être diffusé en festival, être vu. Et également d'avoir un prix. Donc ça c'est la cerise sur le gâteau. Donc vraiment merci beaucoup à tous. Votre réaction, vous avez reçu le prix du public et une mention pour votre long métrage Le Collectionneur. Je suis très touché évidemment, surtout par le prix du public. Ça me touche énormément que le public, surtout sur un film, sur un sujet aussi difficile qui peut être un peu clivant. Je suis vraiment très heureux que le public ait aimé le film et apprécié le film et été touché par le film. Et donc c'est vraiment, ça me touche énormément qu'ils aient voté pour ce film et qu'ils l'aiment. Et donc je suis ravi. Et également très honoré par la mention du jury, qui est un jury de grande qualité, avec des gens qui sont d'excellents réalisateurs ou producteurs ou autres. Et donc je suis vraiment ravi qu'ils aient mentionné le film et qu'ils y aient trouvé un intérêt. Merci à eux vraiment. Et j'en profite pour remercier aussi toute l'organisation du festival qui était vraiment formidable. On a vu des films extraordinaires et on a été extrêmement bien accueillis de manière qui fait parfois froid en Suisse dehors, mais à l'intérieur tout le monde est très chaleureux et donc c'est vraiment très agréable et je reviendrai avec plaisir pour voir des films. On entend cette phrase dans votre film, les dessins peuvent être assassins, en parlant des caricatures qui ont visé les Juifs, qui ont mené peut-être à ce massacre des Juifs, qui ont favorisé ce massacre des Juifs. Dessin assassin, vous dites quoi, vous ? Alors favoriser certainement, dire que les dessins ont directement tué des Juifs ou des gens, c'est un pas que je ne franchirais pas personnellement, même si le collectionneur du film, lui, le franchit. Mais c'est toute la question du film, les dessinateurs sont-ils responsables ou pas des caricatures qu'ils ont faites? C'est des questions très compliquées. Il faut savoir que c'est très peu connu, mais à Nuremberg, il y a quand même eu, dans les procès de Nuremberg, les directeurs de certains journaux qui ont été jugés pour ça. Et en tout cas, ils ont quand même une responsabilité, quoi qu'il arrive, c'est sûr, dans la propagation de la haine et dans la propagation d'idées qui, par le dessin et par une forme d'humour très, très, très mauvais, hantent les esprits. Donc je pense que c'est... Voilà. Moi, personnellement,
je pense que voilà, s'il y a ces dessins sont horribles et ont joué un rôle dans la fabrique de l'antisémitisme. Maintenant, moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont été la cause du génocide, mais c'est un avis qui peut... C'est plutôt l'avis que j'ai, c'est plutôt un avis d'historien, mais c'est un avis qui n'est pas forcément partagé par tout le monde. Voilà. C'est contemporain aussi, hein. Jusqu'où peut aller la liberté d'expression, on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces dessins ont peut-être contribué à l'extermination du peuple juif. Et là, bien sûr, ça fait référence aussi aux caricatures, à la liberté d'expression, caricatures de Charlie Hebdo. Oui, alors je ne sais pas si on peut directement comparer avec Charlie Hebdo et les caricatures de Charlie Hebdo. En tout cas, moi, je m'en garderai. C'est plus que... puisque dans le cas des illustrations antisémites qu'on voit dans le film, on n'est pas dans le cas de la liberté d'expression, on est dans le cas de la propagande, donc de la propagande nazie, donc étatique et organisée, etc. Donc oui, ces images ont une influence et c'est un thème très actuel effectivement dans la question de qu'est-ce qu'on montre, est-ce que doit-on les montrer ces images, doit-on les utiliser comme support pédagogique pour que les gens les voient, que les gens constatent la haine, parce qu'elles sont aussi également des preuves, hein. Elles sont évidemment des preuves de la propagande qu'il y a eu contre les Juifs à cette période-là et contre évidemment d'autres gens aussi. C'est des questions ouvertes pour moi, c'est des questions que j'avais envie de soulever avec le film et je pense que mes réponses importent peu. Ce qui est intéressant, c'est ce que les spectateurs vont en penser en voyant le film et j'espère que ça va les intéresser. Super. Voilà, on imagine une certaine fierté. Bah oui, je suis très content, très ravi.